La région du Sahel en Afrique. C'est une étendue de terre sans foi ni loi, connue par les gouvernements du monde entier sous le nom de zone de la mort interdite. Les charognards tournoient au-dessus des restes de ceux qui n'ont pas survécu à son terrain hostile. Cachée au fin fond des falaises rocheuses se trouve une installation high-tech, gardée jour et nuit par des sentinelles armées. C'est le cœur secret d'une opération dangereuse. 2 gardes surveillent l'entrée, balayant la zone du regard au moindre signe de problème, pendant que leurs partenaires opèrent en silence dans l'ombre. Ce sont des soldats endurcis, marqués par des bandanas rouges et dans un état d'alerte permanent. Surgissant de l'obscurité, le légendaire roi loup, Zhang Hao, tombe derrière un garde et le cloue avec une lame sous la gorge. Ses yeux rouges brillent d'une concentration mortelle alors qu'il sécurise le périmètre. Son coéquipier et lui bouge avec une efficacité terrifiante, éliminant le reste de l'équipe de sécurité avant même qu'il ne puisse faire un bruit. Ils travaillent en parfaite synchronisation, un duo que la pègre a appris à craindre. Loup Rouge fait une pause pour vérifier les corps, mais un truc cloche. Il fait remarquer que c'est louche qu'il n'y ait eu que 2 gardes pour protéger tout le chemin menant au sanctuaire intérieur. Zhang Hao ne ralentit pas, l'esprit fixé sur la mission. Il vérifie l'indicateur de cible, qui confirme que leur objectif se trouve juste derrière la prochaine série de portes. Ils se tiennent devant la lourde entrée en acier, armes dégainées et prêts à affronter n'importe quelle défense à l'intérieur. L'air est lourd du silence d'une intrusion imminente. Les portes s'ouvrent dans un sifflement, révélant une pièce froide et métallique qui semble étrangement vide. Il n'y a pas de garde pour les accueillir cette fois-ci. Au centre de la pièce trône une seule caisse massive. Zhang Hao s'en approche, prêt à réclamer le butin qu'ils ont eu tant de mal à atteindre. Il soulève le couvercle pendant que Loup Rouge monte la garde. Mais la boîte est un faux, et le visage de Zhang Hao blêmit en réalisant qu'ils ont marché droit dans un piège. Un minuteur numérique caché dans le conteneur commence à émettre des bips rapides d'avertissement. Ils ont exactement 20 secondes avant que toute la pièce ne saute. Zhang Hao hurle à son partenaire de fuir, se retournant pour piquer un sprint vers la sortie alors que les chiffres rouges défilent. Le tic-tac de la bombe résonne dans le couloir. Mais Loup Rouge s'arrête au niveau de l'encadrement. Il agrippe la porte, jetant un dernier regard lourd de sens à son boss. Il hurle à Zhang Hao de continuer à avancer, insistant sur le fait que s'ils restent tous les deux, aucun des deux ne s'en sortira vivant. Il a déjà pris sa décision. Zhang Hao tend la main en arrière, désespéré de tirer son pote avec lui, mais le minuteur file à toute vitesse. Il ne peut pas l'atteindre à temps. Loup Rouge lui donne une dernière poussée et claque la lourde porte blindée, s'enfermant à l'intérieur avec la bombe. Il hurle un dernier ordre, « Casse-toi ». Le compte à rebours atteint 0. Le silence est brisé par un rugissement assourdissant. L'installation est engloutie par une boule de feu massive qui déchire la roche et envoie une onde de choc à travers le désert. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur est désintégré. Les nouvelles vont vite dans la pègre. Le dark web s'enflamme immédiatement avec la nouvelle de la mort du roi loup. Les gens n'arrivent pas à y croire. L'homme vénéré comme le roi des assassins aurait été réduit en miettes lors d'une mission foirée en Afrique. Les forums sont inondés d'utilisateurs qui se demandent quel genre de mission a bien pu éliminer une telle légende de rang. Est-ce le monde souterrain a perdu son combattant ultime? D'autres sont déjà en deuil, sachant que l'organisation des loups va probablement sombrer dans le chaos total sans son leader pour tenir la barre. L'ère du roi loup semble révolue. Au milieu des ruines fumantes de l'installation, une main surgit de l'obscurité d'un tunnel effondré. Contre toute attente, une silhouette commence à s'en extraire en rampant. Zhang Hao se tient debout au milieu de la poussière et des débris, en vie mais profondément marqué. Il sait que la seule raison pour laquelle il respire encore, c'est parce que son coéquipier a sacrifié sa vie pour le sauver. Le traumatisme de la bataille et sa convalescence déclenchent une percée fulgurante. Pendant que son corps guérit, son énergie interne atteint le niveau légendaire des arts martiaux, le stade de la transformation. Il décide de cacher son jeu et de vivre comme un mec ordinaire, dissimulant son nom et son identité aux yeux du monde. Il n'est plus le roi arrogant qu'il était. Maintenant, il marche dans les rues d'une ville animée, se fondant dans la masse comme une tortue millénaire en sommeil dans le monde des mortels. Pour n'importe qui d'autre, ce n'est qu'un inconnu en veste de pluie. Mais il a toujours une épine dans le cœur, une promesse faite à son père qu'il n'a pas encore tenue. Il a une dernière tâche à accomplir avant de pouvoir vraiment disparaître. Il se tient à un coin de rue, regardant le ciel pendant que les feuilles virevoltent autour de lui. La voie à suivre est claire maintenant. Il aile un taxi et demande au chauffeur de l'emmener au numéro 33, résidence 8 Chantianu. C'est une adresse prestigieuse pour l'élite de la ville. Alors que la voiture démarre, le chauffeur l'observe dans le rétro, remarquant son accent de province. Il lui demande si Zhang Hao est à Wheeling City pour rendre visite à de la famille. Zhang Hao se contente de hocher la tête en lui disant qu'on peut voir ça comme ça. Le vieil homme le prévient que prétendre avoir des liens avec la puissante famille Feng n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il s'arrête devant l'immense domaine où des voitures de luxe sont garées le long de l'allée. On dirait que la famille Feng organise une grande fête aujourd'hui. Le chauffeur lui dit qu'il l'attendra juste là, persuadé que Zhang Hao va se faire virer fissa. Il suggère même de payer l'aller-retour d'un coup.
Zhang Hao sort de la voiture, ne portant rien d'autre qu'un vieux sac à dos usé. Il ignore le scepticisme du chauffeur et se concentre sur l'entrée du manoir. Il s'imprègne de l'atmosphère festive du domaine. Il semblerait que son arrivée coïncide avec une occasion très joyeuse pour la famille Feng. Derrière lui, le chauffeur marmonne, pariant qu'un mec sapé de manière aussi minable ne passera même pas les grilles principales. Il prévoit déjà de courir à poil autour de Hongshan si le gamin réussit. Debout devant la grande enseigne du manoir Feng, Zhang Hao se rappelle son objectif. Il doit d'abord accomplir la dernière volonté de son père, ensuite il enquêtera sur la trahison en Afrique. 2 gardes baraqués en costard s'avancent immédiatement pour l'intercepter. L'un d'eux lève la main, lui barrant la route avec une expression sévère. Zhang Hao est pris au dépourvu, n'ayant aucune idée qu'une invitation était requise. Les gardes ont l'air de n'avoir aucune patience pour un « clodo » qui essaie de s'incruster à leur banquet. Un des gardes dévisage Zhang Hao avec un œil méfiant. Il lui demande ce qu'il vient foutre ici s'il n'est pas là pour le grand banquet. Zhang Hao sort une vieille photo usée et la leur tend. Il explique calmement que l'homme en uniforme sur la photo est son père. Les gardes se penchent, plissant les yeux sur l'image puis sur le jeune homme devant eux. Ils admettent qu'il y a une ressemblance frappante entre lui et le mec de la photo. Zhang Hao présente ensuite une petite boîte en bois ornée aux 2 hommes. Il leur dit qu'une fois que l'oncle Feng verra la médaille à l'intérieur, sa véritable identité sera indéniable. Les gardes échangent un regard rapide et nerveux avant que l'un d'eux ne prenne la boîte, promettant d'informer le maître immédiatement. Zhang Hao attend patiemment, son expression toujours aussi illisible. À l'intérieur du domaine, les jardins sont remplis d'invités élégamment vêtus profitant d'un festin somptueux. Une voix enjouée résonne au-dessus de la foule, remarquant à quel point les années ont passé vite. L'invité d'honneur, Feng Guiyin, est assise à sa table dans une magnifique robe rose à épaules dénudées. Elle est l'incarnation de la grâce et de la beauté, le centre de l'attention de sa propre fête de fiançailles. Feng Wanming, le chef de famille, se tient devant la foule avec un verre de vin à la main. Il réclame l'attention de tous ses honorables invités. Il annonce avec un sourire fier qu'aujourd'hui est le grand jour des fiançailles de sa fille et du fils aîné de la famille Wan. Il se réjouit d'un avenir long et prospère pour les 2 familles. Il invite tout le monde à lever son verre et à féliciter le jeune couple. C'est un moment de triomphe pour la famille Feng, consolidant son pouvoir dans la ville. Les invités applaudissent et portent un toast à l'union, notant qu'avec l'alliance de ces 2 familles, ils feront pratiquement la loi à Wuling City à partir de maintenant. L'atmosphère est à la pure célébration. En plein milieu du toast, un garde se précipite aux côtés de Feng Wanming et lui chuchote quelque chose d'urgence. Il dit à son maître qu'il y a un jeune homme à la grille qui a apporté un objet très spécifique. Le garde présente la boîte en bois, et le sourire de Feng Wanming disparaît instantanément. Il l'ouvre pour y trouver une médaille ornée d'une étoile rouge, et ses mains se mettent à trembler. Il fixe le symbole avec incrédulité, se demandant à voix haute si la famille Zhang est vraiment de retour après toutes ces années. Son choc est visible par tous ceux à la table d'honneur. Sa femme et sa fille cadette le regardent avec confusion, lui demandant pourquoi son expression a changé si radicalement. Feng Wanming est trop abasourdi pour leur donner une réponse claire. La tante se penche et révèle un secret de famille gardé depuis longtemps. Elle explique qu'il y a des années, leur père avait arrangé des fiançailles d'enfance entre Yiyin et le fils de la famille Zhang. Feng Zixuan est horrifiée par la nouvelle. Elle se tourne vers son grand-père, l'ancien Feng, et le supplie de prendre la défense de sa sœur pour ne pas la laisser épouser un parfait inconnu. L'ancien Feng reste calme, disant à la famille de ne pas paniquer pour le moment. Il suggère que Wanming aille voir par lui-même qui est arrivé à leur porte. Feng Wanming dit à sa famille de rester et de divertir la famille Wan pendant qu'il va vérifier. Il se retourne et marche vers l'entrée, l'esprit envahi de vieux souvenirs. Il pousse les portes d'entrée et scrute la zone jusqu'à ce qu'il repère le jeune homme. Sa voix est pleine d'émotion lorsqu'il interpelle « Haozi, c'est vraiment toi ?» Un regard de pure joie illumine le visage de Feng Wanming. Il dit à Zhang Hao qu'il a cherché si fort pendant toutes ces années, sans jamais perdre espoir. Zhang Hao le salue avec respect, s'excusant d'être si en retard et d'avoir fait s'inquiéter l'oncle Feng pendant si longtemps. Il a l'air serein malgré l'atmosphère pesante. Feng Wanming se précipite et serre le garçon dans une étreinte forte et émouvante. Il n'arrive pas à croire à quel point le petit garçon qu'il a connu est devenu un homme. Il garde une main sur l'épaule de Zhang Hao, rayonnant en le regardant de haut en bas. Il demande ensuite comment va son père et pourquoi il ne l'a pas accompagné en ville aujourd'hui. L'expression de Zhang Hao s'assombrit alors qu'il annonce la nouvelle. Il révèle doucement que son père est décédé il y a 10 ans suite à la rechute d'une vieille blessure. La nouvelle frappe Feng Wanming comme un coup de poing. Ses yeux s'écarquillent et il fixe Zhang Hao dans un silence stupéfait alors que la perte de son vieil ami fait son chemin dans son esprit. Il baisse la tête, la voix lourde d'une décennie de culpabilité. Il s'en veut, disant que si son ami n'avait pas essayé de le sauver à l'époque, il n'aurait jamais été blessé. Zhang Hao essaie de réconforter l'homme, lui disant que tout cela appartient au passé maintenant. Il ne veut pas que l'oncle Feng souffre pour des choses qui se sont produites il y a si longtemps.
Il explique qu'il est venu cette fois-ci spécifiquement pour accomplir la dernière volonté de son père sur son lit de mort. On lui a dit qu'une fois qu'il aurait trouvé l'oncle Feng, tout s'éclaircirait. Feng Wanming hoche la tête, son expression devenant sérieuse alors qu'il réalise la gravité de la demande. Il dit qu'il comprend, mais il semble accablé par la situation actuelle. Il conduit Zhang Hao dans le grand hall du manoir, où le reste de la famille attend. Il demande à sa femme si on s'est déjà occupé de la famille Wan. La tante guide le groupe en bas des escaliers, suivi de près par Feng Yiying et les autres. Elle confirme qu'ils ont déjà pris des dispositions pour accompagner les invités. Feng Wanming présente Zhang Hao à sa femme et à sa fille. Il rappelle à Yiying qu'ils jouaient même à la dinette ensemble quand ils étaient gosses. Zhang Hao salue poliment la belle femme en rose. Il avoue qu'elle a tellement changé au fil des ans qu'il a failli ne pas la reconnaître. Feng Yiying reste glaciale, ses yeux ne montrant aucun signe de reconnaissance ou de chaleur. Elle déclare froidement qu'elle ne se souvient pas vraiment de leurs souvenirs d'enfance non plus. Feng Dixuan s'avance avec un regard hostile. Elle exige de savoir pourquoi Zhang Hao a soudainement débarqué aujourd'hui après avoir disparu pendant plus de 10 ans. Son frère, Feng Gaoming, s'en mêle avec un rictus narquois. Il dit qu'il n'y a pas besoin de demander, affirmant qu'il est évident que Zhang Hao essaie juste de gratter le pognon de la famille Feng. Haoming pointe un doigt vers Zhang Hao, lui disant de continuer à rêver. Il rappelle à cet intrus que sa sœur est déjà fiancée au jeune maître de la famille Wan. La patience de Feng Wanming lâche, et il aboie sur Haoming pour qu'il ferme sa gueule. L'explosion soudaine du patriarche réduit instantanément la pièce au silence. Zhang Hao ignore les frères et sœurs et se tourne vers l'oncle Feng, demandant une vraie explication. Il répète qu'il est seulement venu ici pour honorer la dernière requête de son père. Feng Wanming prend une profonde inspiration, les yeux fixés sur le jeune homme. Il prononce doucement le nom Haozi, un regard de profond regret et de détermination dans les yeux. Il révèle enfin la vérité à toutes les personnes présentes. Il y a longtemps, lui et le père de Zhang Hao ont arrangé des fiançailles d'enfance entre lui et Yiying, et c'était la dernière volonté du père sur son lit de mort. Feng Yiying halète, pressant sa main contre sa bouche alors que ses yeux ambrés s'écarquillent de choc à cette annonce. En bas, Zhang Hao la regarde en fronçant les sourcils, la révélation de ses fiançailles d'enfance le prenant tout autant de court que le reste de la famille. Feng Wanming regarde Zhang Hao dans les yeux, confirmant que l'accord a été conclu avec son père il y a des années. C'est une promesse qu'il a l'intention de tenir, peu importe le temps qui a passé. Zhang Hao se tient au milieu du grand hall, entouré par le reste de la famille Feng. Il vient d'apprendre que la dernière volonté de son père était des fiançailles dès le berceau, une révélation qui le laisse assimiler le poids de cette obligation soudaine. Regardant de haut en bas, le jeune homme considère le danger de son propre monde. Il sait que le monde des arts martiaux est un endroit perfide, et faire entrer quelqu'un dans sa vie en ce moment pourrait les mettre dans la ligne de mire. Il lève les yeux vers Feng Wanming avec une expression sérieuse. Bien que ce soit la dernière requête de son père, il dit à l'oncle Feng qu'il veut annuler les fiançailles pour les protéger. Feng Gaoming ne gobe pas ce noble acte une seule seconde, pointant un doigt accusateur et hurlant. Il est convaincu que Zhang Hao a pointé le bout de son nez aujourd'hui uniquement parce qu'il a entendu parler des fiançailles très médiatisées de sa sœur avec la famille Wan. Feng Zixuan en rajoute une couche, l'air plein de mépris. Elle le traite de sansu, supposant qu'il est juste terrifié à l'idée de perdre sa chance de s'infiltrer dans la richesse de leur famille. Les yeux de Feng Wanming s'écarquillent de choc face au manque de respect flagrant de ses propres enfants. Il les regarde, ayant du mal à digérer le venin qu'il crache à un invité. Haoming continue sa tirade, qualifiant Zhang Hao de simple clochard qui n'a pas le droit de se marier dans leur prestigieuse famille. Wanming finit par craquer, exigeant des excuses avant de perdre son sang-froid et d'apprendre les bonnes manières à son fils. Le fils arrogant ne recule pas, défiant son père de le frapper. Il lui dit de le battre à mort s'il va vraiment forcer sa sœur à épouser un moins que rien fauché. Feng Yiying se tient là, des larmes coulant sur son visage, l'air complètement trahi. Elle demande à son père s'il est vraiment sérieux à propos de ruiner ses fiançailles actuelles juste pour la forcer à se mettre avec cet inconnu. Feng Wanming pointe un doigt sévère vers elle, campant sur ses positions. Il lui rappelle que ce mariage a été conclu il y a 20 ans, et que ce fait ne changera pas. Pleurant de plus belle, Yiying le regarde avec un pur ressentiment. Elle n'arrive pas à croire qu'il sacrifierait le bonheur de sa propre fille juste pour satisfaire une promesse égoïste faite des décennies plus tôt. Elle se retourne et s'enfuit de la pièce en courant, incapable de supporter la situation plus longtemps. Haoming et Zixuan la pourchassent rapidement, laissant les deux hommes seuls dans le silence tendu du hall. Feng Wanming pose une main rassurante sur l'épaule du jeune homme. Il dit à Zhang Hao de rester pour la nuit, de prendre une douche chaude et de se reposer pendant qu'il essaie de régler ce merdier avec sa famille. À l'extérieur du manoir, la lune est haute dans le ciel au-dessus du vaste domaine. La nuit calme contraste vivement avec le drame explosif qui vient de se dérouler entre ces murs. Dans une chambre privée, Zhang Hao est assis en tailleur sur un lit, torse nu. Il commence sa technique de respiration interne nocturne, puisant de l'énergie pour renforcer ses méridiens et aiguiser ses sens. Alors qu'une énergie dorée tourbillonne autour de son corps,
il se concentre sur sa cultivation interne. Il peut sentir qu'il est à la limite absolue de franchir le légendaire stade de la transformation. Dans une autre partie de la maison, un aîné demande à Feng Wanming s'il est vraiment décidé à aller jusqu'au bout de ce mariage. La question pèse lourd dans la pièce faiblement éclairée. Regardant les jardins, Wanming révèle la sombre vérité derrière sa loyauté. Il admet que le père de Hao est mort à cause de lui, un fardeau qu'il porte depuis très longtemps. Il explique que si son vieil ami n'avait pas subi ses blessures en lui sauvant la vie, sa famille n'aurait jamais été ruinée. Sans ce sacrifice, la famille Feng n'existerait même pas aujourd'hui. Wanming se tourne vers l'ancien Feng avec du désespoir dans la voix. Il demande quel genre d'homme il serait s'il choisissait de briser une promesse envers la personne qui a tout donné pour lui. L'ancien Feng soupire en s'appuyant sur sa canne. Il reconnaît l'honneur qu'il y a à tenir sa promesse, mais souligne que c'est Yiyan qu'on force à en payer le prix. Wanming insiste sur le fait que puisqu'elle est sa fille, elle finira par comprendre la position impossible dans laquelle il se trouve. Il est convaincu que le temps guérira la fracture qu'il est en train de créer. L'ancien Feng lui lance un regard sombre, lui rappelant les conséquences sociales. Tout le monde en ville est au courant de l'alliance avec la famille Wan, et la rompre maintenant va définitivement attirer leur colère sur eux. Malgré l'avertissement, le patriarche est déterminé à affronter ce qui l'attend. Il dit qu'il trouvera un moyen de gérer les retombées, refusant de se dérober à sa dette. L'ancien Feng finit par céder, disant qu'il peut accepter le mariage, mais seulement si 3 conditions strictes sont remplies. Wanming demande immédiatement ce qu'elles sont, prêt à écouter. Il les expose, une période d'essai de 3 mois, aucune aide financière de la famille, et Zhang Hao devra entrer comme gendre à domicile. Wanming a l'air inquiet, se demandant si le jeune homme acceptera un jour un marché aussi humiliant. Le vieil homme fait les 100 pas dans la pièce, défendant ses termes sévères. Il soutient qu'ils ne peuvent pas laisser leur fille aînée épouser un homme sans passer ni argent, sans le tester d'abord. Wanming hoche gravement la tête, décidant qu'il doit être celui qui en parlera à Hao. Il quitte le bureau, se dirigeant vers la chambre d'amis. À l'intérieur de la chambre, Zhang Hao est plongé dans sa méditation, son corps brillant d'une aura dorée. Il ramène lentement ses mains l'une contre l'autre pour stabiliser la montée massive d'énergie en lui. Il ouvre un œil, sentant quelqu'un approcher. Il pense à tout ce que l'oncle Feng a déjà fait pour lui et décide qu'il ne peut pas laisser cet homme souffrir davantage à cause de lui. Zhang Hao est assis sur le bord du lit quand on frappe à la porte. La voix de l'oncle Feng filtre au travers, demandant s'il est toujours réveillé. Il se lève et attrape une chemise blanche, l'enfilant pour cacher le tatouage de dragon sur sa poitrine. Il dit à son hôte d'entrée, prêt à entendre les nouvelles qu'il apporte. Alors que Wanming entre dans la pièce, Zhang Hao prend la parole en premier. Il lui dit qu'il ne veut pas causer plus de problèmes et qu'il acceptera toute décision qui a été prise. Le patriarche a l'air surpris, lui demandant s'il est vraiment prêt à accepter le rôle de gendre à domicile. Sans hésitation, le jeune homme lui dit qu'il accepte les conditions. Submergé par la réponse, le vieil homme lui serre l'épaule. Il lui dit qu'il a l'impression de lui faire du tort en lui demandant un tel sacrifice. Zhang Hao lui fait un petit sourire, lui disant de ne pas être si dur envers lui-même. L'oncle Feng lui dit de se reposer et qu'il va s'occuper des derniers préparatifs. Il regarde la porte se fermer alors que l'oncle Feng quitte la pièce. Il s'avoue à lui-même qu'il n'a accepté que pour épargner l'embarras à cet homme, prévoyant de toute façon d'être parti de la ville bien avant 3 mois. La scène se déplace vers le manoir de la famille Wan, brillant sous le clair de lune. Le domaine semble paisible, mais la nouvelle de la rupture des fiançailles est sur le point de changer ça. À l'intérieur, Wan Gofeng frappe du poing sur une table, hurlant d'incrédulité. Il n'arrive pas à concevoir que la famille Feng oserait vraiment rompre les fiançailles. Il se tient au-dessus de son bureau, fulminant alors qu'il rappelle à Wanming que la cérémonie n'est que dans 3 jours. Il pense que tout ça doit être une blague de mauvais goût. Wanming campe sur ses positions dans le bureau, face à la rage de l'homme blond. Il demande à Gofeng de comprendre sa position, expliquant qu'une promesse est une promesse et qu'il ne sera pas connu comme un homme qui ne tient pas parole. Wan Gofeng continue son explosion de colère, le visage contorsionné par la rage. Il demande si Feng Wanming pense vraiment qu'il peut prendre la famille Wan pour des cons et en faire la risée de la ville. Regardant vers le bas avec une expression sombre, Feng Wanming offre une concession massive en guise d'excuse. Il dit à Gofeng que le groupe Feng est prêt à se retirer du prestigieux projet du district d'Anxin pour se faire pardonner. Gofeng n'est pas apaisé, s'avançant avec la main tendue. Il demande s'ils prennent la famille Wan pour des gosses qu'on peut gifler puis acheter avec un bonbon. Sa voix atteint son paroxysme alors qu'il profère une menace claire. Il déclare qu'ils ne laisseront pas passer ça et que la famille Feng va payer très cher cette humiliation. D'un dernier geste méprisant, l'homme blond ordonne à ses gardes de raccompagner le patriarche à la porte. Wanming se retourne pour partir, son visage illisible alors que la négociation échoue officiellement. La scène passe aux rues inondées de néons de Wuling City la nuit. À l'extérieur d'un grand bâtiment, l'enseigne lumineuse d'un cybercafé brille dans le ciel sombre. À l'intérieur du cybercafé bondé, l'atmosphère est bruyante et chaotique.
Un client braille pour avoir un autre ordinateur pendant que Zhang Hao est assis tranquillement à un terminal au premier plan, les yeux fixés sur l'écran. Il tape rapidement, ses doigts se déplaçant avec une précision acquise sur les touches. L'écran affiche l'emblème d'un papillon rouge, la porte d'entrée d'un réseau caché pour le commerce, l'embauche et les messages secrets. Zhang Hao parcourt les profils d'assassins de rang S, s'arrêtant sur celui de Zhuo Yinbei. L'écran le décrit comme un grand maître chinois dont la tête est mise à prix pour 800 millions de dollars. Il fait défiler la page jusqu'à un article de presse sur un crime tragique impliquant un étudiant universitaire et la puissante famille Cause. Les détails mentionnent qu'un contrat a été placé sur la mère de la victime pour la faire taire. Une image macabre à l'écran montre les conséquences d'un assassinat. Zhang Hao lit que Zhuo Yinbei a tué le coupable et 10 gardes du corps, prouvant qu'il est vraiment à la hauteur de sa réputation en tant qu'ami de son maître. Soudain, son expression se change en un choc pur alors qu'il clique sur une nouvelle alerte. Sa main s'arrête sur la souris, ses yeux rouges s'écarquillant face aux informations qui clignotent sur le moniteur. Un immense emblème de loup remplit l'écran, accompagné d'une annonce sinistre. Elle indique que le roi loup est tombé et que le numéro 4 de l'organisation, Loup du ciel, a pris le contrôle. Des fragments de souvenirs de sa vie passée traversent son esprit. Il se rappelle avoir sprinté à travers une installation high-tech, toute en dehors dans un grognement, alors qu'il se battait aux côtés de son partenaire. Il revoit le moment où Loup Rouge a fait son choix final, le repoussant d'un piège mortel à retardement. Le sacrifice a été instantané et ne laissait aucune place à la discussion. Une explosion violente ravage l'installation, consumant tout dans un mur de feu. Le souvenir de cette chaleur aveuglante et la perte de son ami brûlent encore dans son esprit. De retour dans le présent, le visage de Zhang Hao est un masque de fureur froide. Il réalise qu'après sa mort supposée, c'est le membre numéro 2, Loup solitaire, qui aurait dû prendre le relais, pas Loup du ciel, qui est moins bien classé. Il se lève de son bureau, l'esprit tournant à toute vitesse sur les implications de ce coup d'État. Il est certain maintenant qu'il a été piégé lors de cette dernière mission et jure de découvrir exactement qui est le traître. Fixant intensément l'écran, il serre les dents. Il fait la promesse silencieuse à la mémoire de Loup Rouge qu'il découvrira la vérité et obtiendra sa vengeance. Bien au-dessus de la ville, la pleine lune brille de 1000 feux dans un ciel étoilé. Les lumières de la ville en contrebas s'étirent au loin, dissimulant un millier de secrets. Zhang Hao sort du cybercafé, son long manteau flottant légèrement dans l'air nocturne. Il décide de rester en ville quelques jours pour rassembler des pistes et se familiariser avec les lieux. Un van blanc fait une embardée brutale vers le trottoir, les pneus crissant alors qu'il s'arrête juste devant lui. Il reste de marbre, observant le véhicule avec une expression neutre. 3 mecs en débardeur bondissent par la porte latérale, leurs intentions claires. L'un d'eux fait signe à Zhang Hao de monter, prétendant qu'il leur rend service en venant avec eux. 2 des voyous sortent de grands couteaux, les lames luisant sous les lampadaires. Zhang Hao ne bronche même pas, ses yeux les scannant alors qu'il évalue la menace. Le chef aux cheveux argentés se penche vers lui, le visage déformé par un sourire menaçant. Il prévient Zhang Hao que s'il essaie de se défendre, il va le vider sur place sur le trottoir. Zhang Hao regarde le mec dans les yeux, complètement impassible. Il réalise que ce ne sont que des racailles de rue ordinaires et décide de jouer le jeu pour le moment afin de ne pas griller sa couverture. Il lève les mains en faisant semblant de se rendre, jouant la victime sans défense. Les voyous le poussent vers la porte ouverte du van, lui hurlant de fermer sa gueule et de monter. Alors qu'il est forcé de monter dans le véhicule, il découvre qu'il n'est pas le seul prisonnier. Une jeune femme est déjà à l'intérieur, les mains liées et un épais bâillon sur la bouche. Une fois la porte claquée, Zhang Hao commence son numéro, leur offrant les 300 $ qu'il a sur lui. Les voyous se marrent, lui disant qu'ils ne l'ont pas enlevé pour une somme d'argent aussi minable. Il laisse un sourire subtil et entendu effleurer ses lèvres alors qu'il les regarde. Il pose la question évidente. S'ils n'en veulent pas à son fric, alors pourquoi l'ont-ils embarqué? L'un des ravisseurs se retourne depuis le siège avant, lui disant d'arrêter de poser des questions. Il promet qu'une fois le boulot terminé, Zhang Hao repartira même avec un gros chèque. Le van file à toute allure sur l'autoroute déserte, ses phares fendant l'obscurité. Bien au-dessus, la lune veille sur la ville silencieuse alors que le véhicule disparaît dans la nuit. La nuit tombe sur l'immense domaine Feng. Une voiture de luxe profilée est garée dans l'allée, ses feux se reflétant sur le pavé poli pendant que les fenêtres du manoir brillent de l'activité d'une famille en crise. Dans le hall principal, l'air est lourd de désespoir. Les chefs de famille se sont réunis pour discuter de l'enlèvement de leur petite dernière, pendant que Feng Wanming fait les 100 pas, la mâchoire crispée de frustration. L'ancien Jin est assis en tête de la pièce, le visage marqué par un mélange de chagrin et de fureur contenue. Il se penche en avant sur sa chaise ornée, exigeant de savoir s'il y a eu le moindre progrès pour retrouver YO. L'homme en costume blanc se tient face à lui, l'air complètement vidé par l'épreuve. Il admet que malgré l'utilisation de toutes les connexions dans la pègre et la police, personne n'a la moindre piste sur qui a enlevé la fille. Le patriarche n'a pas envie d'entendre plus d'excuses et leur ordonne de se préparer au pire. Ils doivent trouver ces ravisseurs immédiatement, et ils doivent avoir l'argent de la rançon prêt à partir sur le champ.
Ses fils échangent des regards mal à l'aise alors que la gravité de la demande s'installe. L'un d'eux fait remarquer qu'avec plusieurs projets majeurs presque terminés, les comptes de l'entreprise n'ont pas vraiment 500 millions en liquidités disponibles. Un homme plus corpulent s'avance, faisant un geste méprisant comme s'il parlait d'une affaire commerciale qui aurait mal tourné. Il suggère avec insistance qu'il négocie avec les ravisseurs pour faire baisser le prix à un montant plus gérable de 100 millions. L'homme en costume blanc craque, sa voix résonnant dans la pièce alors qu'il qualifie la suggestion de son frère de complètement sans cœur. Il demande s'il serait aussi radin si c'était son propre fils qui avait été arraché de la rue. L'autre homme ne bronche même pas, déclarant calmement qu'il ferait probablement exactement la même chose, peu importe quel enfant a été enlevé. C'est un calcul froid qui jette un froid sur le reste de la famille réunie. Un craquement soudain et aigu retentit alors qu'une main s'abat sur l'accoudoir d'une chaise en bois. Le bois gémit sous la pression, signalant que la patience du vieil homme a finalement atteint son point de rupture. L'ancien Gin se lève, sa voix tonitruante alors qu'il leur dit de fermer leur gueule. Il les regarde de haut avec un pur dégoût, en ayant marre de leur chamaillerie alors que la vie de sa petite fille est en jeu. Il déclare que l'argent n'est qu'un bien matériel, mais qu'une vie est quelque chose qu'ils ne pourront jamais remplacer. Son ordre est sans appel. Ils trouveront un moyen de réunir chaque centime de ces 500 millions immédiatement. Loin du luxe du manoir, un van blanc se gare dans un sombre quartier d'entrepôts délabrés. Les grilles rouillées gémissent en s'ouvrant, engloutissant le véhicule dans les ombres d'une zone industrielle à l'abandon. Les portes coulissent et les ravisseurs traînent leur prise dans la lumière crue de l'installation. Parmi les voyous se trouve Zhang Yao, ayant l'air bien trop détendu pour un mec qui vient de se faire enlever sous la menace d'une arme. À côté de lui, YYO est en larmes et terrifié, les mains liées et la bouche fermée par un gros ruban adhésif. L'un des plus gros gorilles garde une poigne ferme sur son épaule, s'assurant qu'elle n'essaie pas de s'enfuir. Sans prévenir, une main se tend et arrache le scotch de sa bouche d'un geste sec. Le bruit de l'adhésif qui s'arrache est aigu, lui laissant la peau rouge alors qu'elle cherche son souffle. Dès que sa bouche est libre, elle hurle à l'aide à plein poumon, sa voix résonnant sur les hautes poutres métalliques de l'entrepôt. Le chef chauve se contente de se marrer, trouvant son désespoir plus divertissant que menaçant. L'un des voyous se penche vers elle, un sourire sadique aux lèvres alors qu'il lance une menace très claire. Il lui dit de fermer sa gueule si elle ne veut pas subir un truc bien pire avant qu'il ne la bute. YYO le fusil du regard, sa peur momentanément remplacée par une étincelle de défi alors qu'elle menace de se mordre la langue s'il la touche. Les voyous échangent des regards amusés, visiblement habitués à gérer des victimes terrifiées. Le patron n'en a rien à foutre du drame et leur dit d'arrêter de perdre du temps et de se mettre au boulot. Il se tourne vers le caméraman, s'assurant que l'éclairage est bon pour le message macabre qu'il s'apprête à enregistrer. Un trépied est installé et l'objectif de la caméra se concentre sur les captifs, prêts à capturer chaque seconde de l'exécution à venir. Ils veulent s'assurer que la famille Feng voit exactement ce qui arrive quand on ne répond pas à leurs exigences. Les yeux de YYO s'écarquillent alors qu'elle réalise exactement à quoi sert la caméra. Elle balbutie en comprenant qu'ils ont l'intention de filmer un meurtre juste pour forcer sa famille à payer la rançon. Les ravisseurs se contentent d'un sourire en coin, confirmant ses pires craintes avec un commentaire froid et moqueur. Ils ont déjà fait ça, et ils aiment visiblement tout autant la torture psychologique que la violence. Elle regarde Zhang Yao, la voix tremblante alors qu'elle les traite d'animaux pour être aussi cruelle. Elle ne comprend pas comment on peut être aussi sans cœur, même avec un gros paquet de fric en jeu. Un des voyous tourne son attention vers Zhang Yao, brandissant un gros couteau et demandant s'il a de dernières volontés. Il se fout de sa gueule pour s'être retrouvé mêlé aux problèmes des autres, promettant de l'envoyer dans l'au-delà avec le sourire. L'entrepôt est rempli du son de leur rire moqueur alors qu'ils préparent la scène. Il voit un homme ligoté et une fille terrifiée, persuadés d'avoir le contrôle absolu sur la situation. YYO se tourne vers l'homme à côté d'elle, le suppliant de simplement implorer pour sa vie avant qu'il ne soit trop tard. Elle pense sincèrement que peut-être, s'il fait preuve d'humilité, ils lui accorderont un peu de pitié. Le voyou au couteau trouve le calme de Zhang Yao insultant et fait un pas de plus. Il propose avec sarcasme de transmettre ses dernières paroles moyennant finance, à condition que le héros ait encore du fric dans les poches. Zhang Yao finit par parler, la voix basse est totalement dépourvue de peur. Il soupire, demandant pourquoi ils s'obstinent à gâcher leur vie alors qu'ils n'avaient vraiment pas envie d'en venir à tuer qui que ce soit ce soir. Le chef des ravisseurs se plie presque en deux de rire, le traitant de parfait crétin pour l'ouvrir autant aux portes de la mort. Il trouve que c'est la chose la plus drôle qu'il ait entendue depuis qu'ils ont commencé ce boulot. Zhang Yao hoche simplement la tête et dit qu'il accepte les conditions. Le voyou s'arrête, son sourire s'effaçant alors qu'il demande à quoi ce qu'on pense être en train d'accepter. Une lueur dangereuse apparaît dans les yeux du protagoniste alors qu'il clarifie sa position. Il leur dit que puisqu'ils veulent être payés pour ses dernières paroles, ce seront eux qui le paieront pour avoir le privilège de crever. Le voyou secoue la tête, pensant que le mec a fini par péter un plomb sous la pression. Il se sent presque mal de buter quelqu'un qui a clairement craqué. Une énorme brute épaisse s'avance, tirant un lourd couperet qui lui donne un éclat menaçant sous les lumières de l'entrepôt. Il a l'air impatient de passer au massacre,
s'avançant dans la lumière comme un bourreau prêt pour sa tâche. Avec un rugissement, le géant fonce en avant, ses lourdes bottes martelant le sol en béton. YO sursaute, incapable de détourner le regard de la violence imminente qui s'apprête à se déchaîner. Le coup près s'abat dans un arc violent, visant directement le cou de Zhang Hao avec une intention mortelle. Le protagoniste reste parfaitement immobile, les mains apparemment toujours attachées dans le dos alors que la lame siffle dans l'air. YO halète, les yeux écarquillés par le choc alors qu'elle regarde la lourde lame descendre. Tout semble ralentir alors que l'éclair métallique de l'arme se rapproche de plus en plus de sa cible. Dans un mouvement flou, Zhang Hao se retrouve soudain derrière la brute, les mains libres et les yeux brillants d'un rouge prédateur. La tête de la montagne de muscles bascule en arrière alors qu'une frappe mortelle atteint son cou, le tuant sur le coup. Le corps de leur combattant le plus fort s'écrase lourdement au sol, le sang formant une flaque sur le béton froid. Le reste du gang se fiche de terreur, réalisant que l'homme qu'ils ont capturé n'est pas une victime. C'est un monstre. L'un des gorilles dégaine frénétiquement son pistolet, les mains tremblantes alors qu'il le pointe sur l'ombre qui se tient au-dessus de son camarade mort. Zhang Hao se contente d'un rictus, ses yeux rouges transperçant l'obscurité avec une intensité glaçante. Avant même que le voyou ne puisse penser à presser la détente, Zhang Hao fait voler un tuyau en métal d'un coup de pied. Son corps est un ressort bandé à l'efficacité mortelle. Il rattrape une arme au vol, prêt à terminer le boulot qu'il n'avait jamais voulu commencer. Zhang Hao se propulse dans les airs avec une grâce violente, sa jambe heurtant un lourd tuyau métallique et l'envoyant valser vers ses cibles. Avant que le premier voyou ne puisse capter le mouvement, le pied de Zhang Hao s'écrase sur son poignet, brisant l'os et envoyant son flingue voler dans une gerbe de sang qui éclabousse le sol. Le chef chauffe dur à ses hommes restants de buter l'intrus, mais même alors qu'il charge, Zhang Hao reste de marbre avec un regard froid et prédateur. Les éclairs des tirs illuminent l'entrepôt sombre alors qu'un voyou presse la détente, mais les balles ne trouvent que le vide là où la cible se trouvait. Zhang Hao bouge comme une ombre, faisant des saltos en l'air et contorsionnant son corps pour esquiver les tirs avec une vitesse impossible. Il réduit la distance en un battement de cœur, délivrant un coup mortel qui laisse une traînée d'éclaboussures pourpres dans l'air sous le regard horrifié du boss des ravisseurs. L'entrepôt devient silencieux alors que le dernier des gorilles s'effondre, laissant Zhang Hao se tenir calmement derrière le chef terrorisé. Alors que ses yeux commencent à briller d'une lumière rouge menaçante, le boss balbutie une question désespérée, voulant savoir exactement à quel genre de monstre il a affaire. Zhang Hao se penche tout près, sa voix un murmure glaçant alors qu'il dit à l'homme qu'il n'est même pas digne de connaître le nom de celui qui va en finir avec lui. Avec une force sans effort, il écrase la tête du chef sur le sol en béton, l'impact fissurant la pierre et mettant fin à la menace une bonne fois pour toutes. Après le massacre, Zhang Hao fouille dans la poche du boss et en sort une liasse épaisse de billets de 100$, les éventant avec une indifférence clinique. Il se tient au-dessus du corps et soupire, s'excusant d'un ton moqueur d'avoir récupéré ses frais, avant de laisser à l'homme l'occasion de prononcer ses dernières paroles. Il tourne son attention vers YO, qui est toujours ligotée et tremblante. Elle le regarde avec de grands yeux, le suppliant de la détacher. Au lieu de s'approcher, Zhang Hao donne un simple coup de poignet, envoyant une lourde lame tournoyer dans les airs vers la captive. Le couteau siffle à côté d'elle, tranchant les cordes avec une précision chirurgicale et libérant ses mains d'un seul mouvement fluide. Elle parvient à bredouiller un « merci » tremblant, mais Zhang Hao ne reste pas pour la gratitude, lui disant de garder sa présence secrète alors qu'il disparaît dans la nuit. Le temps que les autorités et les services de secours envahissent l'entrepôt, Zhang Hao a disparu depuis longtemps, laissant YO assise seule à l'arrière d'une ambulance. L'homme en costume blanc et l'ancien Jin se précipitent sur les lieux, le visage pâle d'inquiétude jusqu'à ce qu'il repère YO saine et sauve au milieu des gyrophares de la police. Elle se jette dans les bras de son grand-père, sanglotant alors que le poids des terreurs de la nuit la rattrape enfin. Un officier de police s'approche du duo, carnet à la main, demandant une description détaillée de l'homme mystérieux qui a éliminé tout le gang à lui tout seul. YO essuie ses larmes et lâche un mensonge flagrant, affirmant que son sauveur était un homme petit et dodu d'une quarantaine d'années portant un masque. Bien au-dessus de la ville, un fin croissant de lune est suspendu dans le ciel nocturne silencieux, seul témoin de la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans cet entrepôt. Plus tard au manoir, l'ancien Jin s'assoit avec YO et lui dit qu'il la connaît trop bien pour être dupe. Il sait qu'elle a menti à la police. Elle baisse les yeux, la voix petite mais ferme alors qu'elle avoue la vérité, expliquant qu'elle ne pouvait pas trahir l'homme qui lui a littéralement sauvé la vie. L'ancien Jin hoche lentement la tête, reconnaissant sa gratitude mais l'avertissant qu'une famille aussi en vue que la leur doit se méfier de quiconque a des motifs cachés. Elle promet à son grand-père qu'elle a compris, et il lui dit doucement de retourner dans sa chambre et d'essayer de prendre un repos bien mérité. Une fois seul, YO s'appuie contre la porte de sa chambre, l'avertissement du vieil homme résonnant dans sa tête alors qu'elle se demande si son sauveur a vraiment des intentions plus sombres. De retour dans le bureau, l'expression de l'ancien Jin se durcit alors qu'il parle à son subordonné, son ton passant de celui d'un grand-père affectueux à celui du chef calculateur d'une maison puissante. Il nomme l'homme responsable de la sécurité personnelle de YO, précisant bien qu'il ne peut plus y avoir d'erreur comme l'enlèvement d'aujourd'hui. Il donne ensuite un ordre secret d'enquêter sur la scène de l'entrepôt,
déterminé à trouver la vraie personne qui a massacré les ravisseurs. Pendant ce temps, Zhang Hao n'est qu'une ombre filante alors qu'il sprinte dans les rues de la ville, utilisant sa vitesse surnaturelle pour couvrir des kilomètres en quelques minutes. Il atteint le périmètre du manoir Feng et escalade le mur, se glissant à travers les ombres pour retourner à la maison principale. En franchissant les portes d'entrée, il trouve la famille encore rassemblée dans le hall, leurs yeux se tournant immédiatement vers lui. Feng Gaoming pointe un doigt accusateur, hurlant à son grand-père sur le manque total de respect de Zhang Hao pour rentrer si tard alors qu'il vient juste d'arriver. Zhang Hao le regarde à peine, demandant froidement si la famille Feng a un règlement avec un couvre-feu obligatoire dont il devrait être informé. Feng Wanming s'interpose pour régler la dispute, reprenant sèchement Feng Gaoming pour son manque de respect envers l'homme censé devenir son futur beau-frère. Feng Gaoming se contente de ricaner, se moquant de Zhang Hao comme d'un gamin fauché sans passé qui ne pourrait jamais espérer se comparer à quelqu'un comme Wan Ziming. L'ambiance devient sérieuse quand Feng Wanming mentionne le seigneur Lei, le roi de la pègre de la ville, avertissant que le parrain de Wan Ziming ne prendra pas l'insulte faite à sa famille à la légère. Il regarde intensément Zhang Hao, notant que les rumeurs de problèmes imminents venant de la pègre sont presque certainement plus que de simples paroles en l'air. Feng Gaoming lâche un dernier soupir d'agacement et part en trombe, laissant un lourd silence flotter dans le luxueux couloir. Feng Wanming pose une main rassurante sur l'épaule de Zhang Hao, lui disant de ne pas prendre les insultes à cœur et promettant que la famille le protégera. Zhang Hao esquisse un léger sourire entendu. Il remercie l'oncle Feng pour sa gentillesse, mais indique clairement qu'il n'a pas peur du seigneur Lei ni de quiconque viendrait chercher des embrouilles. L'ancien Feng se tient dans le couloir, le visage marqué par la désapprobation alors qu'il avertit Zhang Hao que l'arrogance de la jeunesse peut mener à des regrets quand il est déjà trop tard. Il souffle, faisant comprendre que de telles arrivées tardives ne seront plus tolérées sous son toit. Zhang Hao ne se dégonfle pas, déclarant froidement que si les faits sont considérés comme de l'arrogance, alors il n'a plus rien à dire. Il fait un bref signe de tête à Feng Wanming avant de tourner le dos aux aînés pour monter dans sa chambre. En le regardant partir, Feng Wanming tente d'apaiser son père, l'exhortant à ne pas prendre l'orgueil du jeune homme personnellement. L'ancien Feng se contente de soupirer, un lourd pressentiment dans le regard alors qu'il craint que cet invité n'attire un désastre sur la famille. Le lendemain matin se lève sur une partie plus calme de la ville, où des rangées de toits en tuiles traditionnelles se serrent sous un ciel bleu clair. L'énergie trépidante des quartiers de gratte-ciel semble à des années-lumière de ces rues étroites. Zhang Hao se tient devant un portail en fer rouillé, vérifiant l'adresse de mémoire. Il est certain que c'est là que la famille de Loup Rouge est censée vivre, mais la maison derrière les barreaux semble étrangement calme. Il s'appuie contre le mur, se frottant le menton pensivement en remarquant l'absence de mouvement à l'intérieur. L'absence de la famille qu'il s'attendait à trouver ici le perturbe. Une femme plus âgée, assise à proximité avec un bébé l'interpelle, brisant sa concentration. Elle lui dit qu'il arrive bien trop tard, car toute la famille a déménagé il y a un an. Zhang Hao s'approche d'elle, demandant si elle a la moindre idée d'où ils sont partis. Bien qu'elle ignore leur adresse actuelle, elle mentionne une fille du coin qui était très proche d'eux et qui pourrait avoir des réponses. La femme explique que la fille ne vient plus très souvent ces derniers temps, ne revenant dans le quartier qu'une fois toutes les quelques semaines. Elle le regarde avec un mélange de curiosité et d'amabilité de voisinage. Zhang Hao sort du fric et le tend à la femme, lui demandant un simple service. Il veut qu'elle l'appelle dès que cette fille remet les pieds dans le quartier. En s'éloignant, l'esprit de Zhang Hao bouillonne de questions. Pourquoi la famille de Loup Rouge disparaîtrait-elle soudainement sans laisser de traces? Le timing semble trop parfait pour être une coïncidence. En regardant la longue rue baignée de soleil, il ne peut s'empêcher de se demander si cette disparition n'est pas liée à l'embuscade qui a failli leur coûter la vie à lui et à Loup Rouge. L'ombre de son passé continue de planer sur chacun de ses mouvements. Dans un autre quartier de la ville, un gratte-ciel moderne et élégant s'élève dans les nuages, symbole de richesse et d'influence. Entre ces murs, un complot d'un autre genre se trame. Dans une suite de luxe, Wan Ziming est au lit avec une femme, la lumière du matin filtrant à travers de fins rideaux. Leur repos est interrompu par du grabuge à la porte. Wan Ziming s'assoit, l'air renfrogné alors qu'il demande à savoir qui a le culot de le réveiller si tôt. La femme à ses côtés s'agite, semblant tout aussi agacée par l'interruption. La porte s'ouvre sur Qiangzi, un homme au visage sévère en débardeur noir. Wan Ziming ignore la femme et va droit au but, demandant le rapport qu'il avait exigé. Qiangzi se tient dans l'embrasure de la porte, rapportant que la cible s'appelle Zhang Hao, un décrocheur du lycée dont le père était un ancien camarade de Feng Wanming. Il note que le gamin a disparu pendant des années après le décès de son père. L'homme chauve continue, mentionnant des rumeurs selon lesquelles Zhang Hao aurait passé ses années manquantes à l'étranger, impliqué dans des affaires louches. Il suggère que Zhang Hao n'a refait surface que parce qu'il a pris les fiançailles de Wan Ziming avec l'une des filles de la famille Feng. Le visage de Qiangzi se durcit alors qu'il donne les détails, soulignant que le gamin était littéralement un fantôme jusqu'à très récemment. Les informations dressent le portrait d'un homme avec pas mal de secrets et des compétences potentiellement dangereuses. La colère de Wan Ziming explose, ses poings se serrant alors qu'il insulte Zhang Hao, le traitant de vulgaire ordure. Il ne supporte pas l'idée qu'un mec comme ça interfère avec ses plans.
Qiangzi propose de régler le problème discrètement, mais Wang Ziming lève la main pour l'arrêter. Il veut d'abord essayer une approche pacifique, prévoyant de rencontrer Feng Yiyan avant de recourir à la manière forte. Plus tard, Wang Ziming est assis en face de Feng Yiyan dans un restaurant chic, l'atmosphère entre eux est entendue malgré le cadre élégant. Feng Yiyan sirote son thé, son regard ferme et inquisiteur. Feng Yiyan repose sa tasse et lui demande directement pourquoi Ziming l'a invité aujourd'hui. Elle est élégante dans sa robe rose, mais son ton est sur la défensive. Wang Ziming se penche en avant, la voix suppliante alors qu'il lui demande si elle compte vraiment aller jusqu'au bout de l'arrangement de son père et épouser un parfait inconnu fauché. Il essaie de paraître soucieux de son bien-être. Il devient plus désespéré, suggérant qu'ils devraient s'enfuir ensemble. Il soutient qu'une fois officiellement en couple, son père n'aura d'autre choix que de les accepter. Feng Yiyan détourne le regard, le visage tiraillé. Elle rejette l'idée immédiatement, déclarant qu'une fugue détruirait la réputation durement gagnée de son père et qu'il accorde plus d'importance à ses promesses qu'à tout le reste. La façade pacifique de Wang Ziming se fissure alors qu'il se lève, hurlant sur l'humiliation que sa propre famille subira si les fiançailles sont annulées. Il exige de savoir qui le dédommagera pour être devenu la risée de la ville. Restant calme, Feng Yiyan présente de sincères excuses au nom de son père. Ses mains sont croisées sur sa poitrine alors qu'elle se lève, prête à mettre fin à la conversation. Elle lui dit fermement que leur destin s'arrête ici et qu'il doit accepter la réalité. Elle tourne les talons, laissant un Wang Ziming abasourdi et furieux seul à la table. De retour dans sa voiture, la main de Wang Ziming tremble de rage alors qu'il compose un numéro sur son smartphone. Toute prétention d'une résolution pacifique a disparu. Il aboie un ordre dans le téléphone, disant à Qiangzi de passer au plan B. Ses yeux sont froids, et le nœud papillon autour de son cou semble l'étrangler alors que sa colère déborde. Dans sa chambre, Zhang Hao est concentré sur son entraînement, la sueur coulant sur son front alors qu'il enchaîne des pompes à un bras. Il est interrompu par la sonnerie de son téléphone avec des nouvelles de la voisine. Il enfile rapidement sa veste et se dirige vers les escaliers, où il trouve Feng Wanming en train de se détendre avec une tasse de thé. Il dit à son hôte qu'il sort régler une affaire personnelle. Un taxi s'arrête sur le trottoir près d'une rue animée de la ville, le chauffeur se penchant par la fenêtre pour demander à Zhang Hao où il doit aller. Les lumières de la ville brillent intensément en arrière-plan. Zhang Hao dit au chauffeur de l'emmener sur la route de Puyan. Le chauffeur lui fait un sourire amical, peut-être un peu trop large, et lui dit de monter. En s'installant sur la banquette arrière, Zhang Hao remarque un grand gaillard à l'air patibulaire avec une clope déjà assis là. Le chauffeur s'excuse, affirmant que les affaires sont calmes et qu'il doit prendre des passagers supplémentaires en chemin. Le taxi démarre, se faufilant dans le trafic nocturne et laissant derrière lui les quartiers commerçants très éclairés. Le paysage urbain commence à s'éclaircir au fur et à mesure qu'il roule. Bientôt, le taxi fonce sur une route déserte bordée de champs obscurs, loin de la sécurité de la ville. Le chauffeur serre fermement le volant alors que les phares de la voiture percent la pénombre. Zhang Hao regarde par la vitre latérale l'obscurité qui défile, son expression devenant méfiante. Il brise le silence, demandant froidement au chauffeur et à l'autre mec où il l'emmène exactement.